Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui s'adresse tout particulièrement à certains d'entre vous qui peut-être ont perdu un peu de motivation, perdu un peu de confiance en eux, perdu la curiosité, perdu le plaisir d'apprendre. Et pour ça, je vous propose d'étudier aujourd'hui un outil puissant d'apprentissage qui, j'espère, pour certains d'entre vous, va vous permettre de retrouver la confiance, la motivation, la facilité, la curiosité, la réussite et enfin le plaisir d'apprendre que vous avez peut-être perdu. Cet outil puissant de mémorisation, de réflexion, ça s'appelle la mind map. Alors mind, ça signifie en anglais esprit, hein, dans le sens réflexion, dans le sens qui réfléchit. Map, ça veut dire carte. Donc en fait, ça permet de dessiner la cartographie du cerveau qui réfléchit. C'est un principe qui a été théorisé par le psychologue anglais Tony Buzan dans les années 70. Ça consiste à représenter l'information de manière spatiale, visuelle, graphique sur une feuille au format paysage. Contrairement à l'enseignement traditionnel où, depuis que vous êtes à l'école, on vous demande d'écrire sur une feuille de haut en bas, de gauche à droite. Ça ne correspond pas vraiment à la structure de notre cerveau, puisque notre cerveau, il n'empile pas les idées les unes sur les autres. Il va plutôt marcher par association de concepts clés, de mots-clés, en créant une espèce de structure dynamique qui n'arrête pas de se modifier, tout ça en simultané. Donc, certains comparent un petit peu l'apprentissage du cerveau à des arbres qui se créent, à des araignées, mais pourquoi pas directement garder l'image d'un neurone, puisqu'un neurone, c'est ce qui constitue la structure même du cerveau. Donc, en France, la mind map, on appelle ça la carte mentale, par traduction, hein, mais on pourrait aussi le traduire par la carte du cerveau qui réfléchit. Donc, j'aime bien l'idée de je dessine la carte de mon cerveau en train de réfléchir. Notre cerveau et notre mémoire plus particulièrement fonctionnent beaucoup mieux si on utilise tous nos sens, si on exagère au maximum ce qu'on doit mémoriser en mettant de la couleur, du mouvement, des symboles, si on met de l'ordre dans nos idées. Pour commencer à apprivoiser le concept, je vous conseille d'imprimer une des cartes en lien et de l'observer. Alors, vous pouvez la suivre avec le doigt, les différentes branches, pour ceux dont la mémoire kinesthésique est prédominante. Vous pouvez parler, raconter ce qu'elle contient, pour ceux qui ont une préférence, une dominance auditive, verbale. Vous pouvez bien sûr photographier à nouveau les éléments qu'elle contient, pour ceux qui ont un profil plutôt visuel. Pour faire une carte mentale, il vous faut bien sûr une feuille vierge, sans ligne, donc format plutôt A3 à 4. Donc on la prend format paysage, bien sûr, ça permet une meilleure vision périphérique, un meilleur traitement de l'information. Ensuite, on commence par placer le sujet principal au centre de la feuille, ce qu'on appelle le cœur de la carte. Donc là, on fait une taille conséquente, 5 à 5 cm environ, plutôt de forme vaporeuse. On lui donne un titre plutôt précis. Par exemple, vous choisissez le nom d'un chapitre, je sais pas, génétique, plutôt qu'écrire SVT. Le sujet principal, on l'écrit plutôt dans une forme vaporeuse, comme un petit nuage, et l'idéal, on le complète avec une illustration, ici. Voilà. Ensuite, on va tracer des branches, les branches principales. Donc, les branches principales, elles vont avoir une forme plutôt souple, arrondie. On va essayer ensuite d'écrire les mots-clés qu'on va développer de manière très lisible. On essaie de les écrire plutôt sur les branches, non pas au bout, puisque la branche va guider notre regard. Et enfin, il faut ajouter des images. Alors, les images, là, on est libre, hein, bien sûr. Tout simplement des petits pictogrammes, pas la peine d'être un grand dessinateur. Un petit pictogramme qui va évoquer une idée pour vous. Donc, voilà, panoramique, par exemple, vous voyez, hein. Donc, le mot-clé. Donc, des petites choses qui vont permettre d'accéder directement à votre mémoire. Alors, bien sûr, on utilise de la couleur qui augmente la lisibilité, qui homogénise, qui permet de faire des zonages. Et ça permet aussi de bien mieux mémoriser, puisque on sait que quand une information est colorée, notre cerveau arrive beaucoup plus facilement à la mémoriser par rapport à une information en noir et blanc. Donc ça ressemble à un joli dessin, mais chaque chose est bien réfléchie. Là où sont positionnés les mots, la forme des branches, les couleurs, les petits pictogrammes, tout ça c'est pas pour décorer, c'est des outils qui vont vous permettre d'accéder plus facilement à votre mémoire.
Alors j'ai trouvé plein de réponses très intéressantes à des questions qu'on pourrait se poser quand on fait des cartes mentales sur un site qui s'appelle Donner du sens. C'est un site d'une psychologue qui s'appelle Hélène Weber. Elle y répond à quelques questions très pertinentes. Alors la première, est-ce qu'on est obligé de, est-ce qu'on a le droit de, peut-on, tout ce genre de questions. En fait, elle dit que en matière de carte mentale, il n'y a pas de règle. De toute façon, on fait ce qu'on veut. Le principe, c'est que ça ait du sens pour vous. Alors, est-ce qu'on est obligé de dessiner ou de mettre de la couleur dans sa carte mentale? Non, on n'est pas obligé, bien sûr. On fait ce qu'on veut. Donc, c'est pas obligé, mais néanmoins, sachez que les cartes mentales, ça a été inventé pour booster la mémoire et qu'on a prouvé scientifiquement que l'usage de couleurs, ça permet d'améliorer la mémorisation de 80%. Donc, à vous de voir. Est-ce qu'on peut écrire des phrases entières au lieu d'utiliser uniquement des mots-clés? Alors là encore, on peut écrire des phrases entières, bien sûr, sur les branches des cartes mentales. Les gens qui ont un profil d'apprentissage plutôt auditif verbal, ils se sentiront naturellement plus à l'aise s'ils rédigent entièrement certaines informations. Seulement, Tony Buzan, l'inventeur des mind maps, suggère de n'utiliser uniquement que des mots-clés ou des images clés. Et bien sûr, il y a des raisons pour ça. Alors pourquoi? Parce que beaucoup de mots ne jouent aucun rôle dans la mémorisation, comme les conjonctions de coordination, les liens entre les mots. Donc ça fait perdre du temps au cerveau. Le cerveau, quand il stocke des informations, il associe uniquement des concepts, des mots-clés entre eux. Un exemple. Regardez la phrase que vous avez sous les yeux. Si vous la lisez maintenant et que vous essayez de revenir dessus un peu plus tard, il y a uniquement quelques mots-clés qui vont vous revenir en mémoire, et c'est ces mots-clés que vous allez assembler entre eux en les associant pour recréer la phrase que vous aviez lue la première fois. Alors, comment choisir le bon mot-clé? Le bon mot-clé, c'est celui qui a le meilleur pouvoir de réactivation de souvenirs pour vous. En gros, quand vous le lisez, il doit fonctionner comme un indice auquel est raccroché tout un tas d'autres idées, d'autres concepts, d'autres informations. Un bon mot-clé est capable de vous rappeler toute une partie d'un cours. Comment prévoir ou gérer l'espace quand on fait une carte mentale? Quand on a uniquement une feuille, forcément, on peut se tromper, on peut partir dans la mauvaise direction. Donc n'hésitez pas à faire des brouillons. Alors, pour faire des brouillons, on peut même utiliser des petits logiciels, Xmind, Freemind, des logiciels pour PC ou pour tablette, qui sont gratuits. Et ça permet bien sûr de ne pas être limité par la taille de la feuille, puisqu'on peut se partir dans toutes les directions. Après, une fois que vous avez fait votre carte mentale sur le logiciel, je vous conseille quand même d'essayer de la réduire et de la faire sur une feuille A4 pour pouvoir vraiment vous ancrer l'information dans votre cerveau. Allez-vous devenir un génie de la mémoire grâce aux cartes mentales? Alors, au risque de vous décevoir, une manière d'organiser les idées ne remplacera jamais les idées elles-mêmes. En gros, si vous utilisez une carte mentale pour écrire une rédaction, ça ne peut pas vous écrire le texte à votre place. Si vous utilisez la carte pour faire des fiches de révision, bien sûr, si vous n'avez pas fait l'effort de comprendre le cours, de vous questionner, de chercher des réponses à vos questions, ça ne pourra pas faire une fiche pour vous. Par contre, vous pouvez garder à l'esprit qu'une carte constitue une manière d'organiser et de structurer les informations qui favorisent la mémorisation, car ça permet d'utiliser tout un tas de procédés mnémotechniques particulièrement efficaces, comme les couleurs, l'espace, les associations. Ça permet de favoriser la compréhension, puisque ça vous oblige à rechercher, à mettre en évidence les liens logiques entre les informations. Ça permet de favoriser la réflexion, car ça contraint à catégoriser, à faire des liens et à organiser ses connaissances. Et ça favorise bien sûr la créativité, puisque ça vous invite à générer des liens inédits entre vos idées. Et ça, c'est déjà pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de tester l'outil. Donc je vous propose d'ailleurs de faire la carte mentale du chapitre en cours. Vous pouvez également vous amuser à faire une carte mentale de vous-même, pourquoi pas, une carte qui vous décrirait. Sur le blog, je mets en lien le fichier de la carte, qui va vous aider à apprivoiser l'outil. Et je vous dis à bientôt.